Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Kalinka-Bamberski. C'est le combat d'une vie, le combat d'un père pour Mulhouse, dans l'est de la France. 18 octobre 2009. Il est 3h du matin quand le téléphone du commissariat central retentit. L'appel anonyme demande aux policiers de se rendre dans une rue déserte de la ville. Sur place, une patrouille découvre un homme totalement inconscient. Il est solidement ligoté et porte de nombreuses traces de coups au visage. Revenu à lui, l'individu affirme avoir été victime d'un kidnapping. Les forces de l'ordre ne le savent pas encore, mais cette intervention signe l'épilogue d'une affaire criminelle totalement hors du commun. Tout commence au Maroc, à Casablanca, au début des années 1970. C'est ici que vit André Bamberski. Ce jeune homme a tout juste 25 ans. Il a grandi dans un milieu extrêmement modeste. André Bamberski, finalement, c'est le petit garçon qui a eu un passé très dur. Virginie Selvetti, journaliste. Qui finalement se bat, fait des études et qui devient un expert comptable renommé. À l'époque, au Maroc, il dirige une société qui est une société d'experts comptables, en fait, qui a pignon sur rue. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il dirige entre 800 et 900 personnes. Donc c'est un chef d'entreprise quand même qui a des grosses responsabilités. Au Maroc, à force de travail, André Bamberski s'est bâti une solide situation professionnelle. Tout sourit à ce jeune entrepreneur français d'origine polonaise. C'est quelqu'un qui est pas forcément très expansif, qui lui-même se dit un peu sévère dans son genre. Il a un peu le métier qui lui convient, Bamberski. André Bamberski dira que ce sont les années les plus douces de sa vie, ces années qu'il a vécues à Casablanca, dans une maison cossue. C'est une vie de nouveau riche. André Bamberski coule des jours heureux, entouré par sa famille. Il y a Danielle, son épouse, et leurs 2 enfants, Nicolas et sa grande sœur Kalinka. Une fillette aussi joyeuse qu'épanouie. André, son père, s'en souvient avec émotion. Pour moi, elle était resplendissante, elle était très vive d'esprit. André Bamberski, père de Kalinka. Toujours souriante, intelligente. Une enfant très gaie, très agréable avec son plus jeune frère. Comme beaucoup de filles, elle avait un attachement particulier pour son père. Kalinka, c'est pas un nom choisi au hasard, c'est le nom d'une petite fleur qui pousse dans les forêts polonaises, donc en hommage à sa famille. Sous le soleil du Maroc, ainsi s'écoule le quotidien des Bamberski. André passe beaucoup de temps au travail. Danielle peut se consacrer tout entière à son foyer. Et donc il y a un peu ce décalage entre ce mari qui est très très pris, très absent, et cette femme qui est femme d'intérieur. On peut imaginer que cette oisiveté dans ce quartier huppé de Casablanca lui pèse un peu. Un cadre de vie paradisiaque, une existence sans nuages. Pourtant, en 1973, le destin de la famille Bamberski bascule d'un seul coup. Il y a parmi les nouveaux voisins un bel Allemand, un bel âtre. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. De beau mec dans toute sa splendeur. Un immense séducteur,
un côté dandy, presque un homme de lettres tellement il est cultivé. Il a un succès fou auprès des femmes. Ce nouveau voisin est un médecin d'origine bavaroise, âgé de 38 ans. Il s'appelle Dieter Krombach. Aussitôt, Danielle Bamberski est séduite par ce personnage. Quand il rencontre Danielle, Danielle a 10 ans de moins que lui, mais elle ne peut résister. Elle tombe très vite sous le charme de cet homme beau parleur, charismatique. Michael Gagné, journaliste. Qui contraste un peu avec l'austérité de son mari. Entre elle et ce séduisant médecin, le coup de foudre est instantané. Lorsqu'il découvre cette liaison, il n'est pas imaginable pour André que Danielle puisse lui échapper. Alors il emmène toute la famille loin du Maroc, en France. Le mari pense être débarrassé de l'amant de sa femme. C'est que lorsqu'André Bamberski décide de partir s'installer dans le sud de la France, dans ce petit village paumé qu'est Pechbus, qui est à côté de Toulouse, Dieter Krombach, ce séducteur qui pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, Ce beau docteur allemand qu'elle a rencontré au Maroc va venir s'installer juste à côté, à quelques maisons, dans le village où vivent les Bamberski. Danielle, la mère de famille, hésite. Que faire? Rester auprès d'André et de ses enfants? Ou bien partir avec Dieter Krombach chez lui, en Allemagne, près du lac de Constance? En quelques jours à peine, sa décision est prise. Donc le choix va devoir être fait très vite, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit pour Danielle d'une passade ou va-t-elle suivre ce bel homme? En 1976, le couple Bamberski se sépare, Danielle quitte André et les enfants et part s'installer à Lindau avec le docteur Krombach. Un choix qui, pour la famille Bamberski, sera très lourd de conséquences. Dans un premier temps, André conserve la garde des enfants. Mais 2 ans plus tard, son épouse obtient le divorce et lui assène le coup de grâce. Danielle décide de récupérer la garde des enfants et de les emmener en Allemagne. Et la bataille judiciaire pour la garde des enfants s'enclenche. Finalement, en 1980, la justice ordonne que les enfants aillent vivre auprès de leur mère en Allemagne, là où Dieter Krombach a ouvert son cabinet médical. Pour Kalinka et pour Nicolas, son petit frère, c'est une nouvelle vie qui commence. Une existence très confortable auprès de ce notable qu'est le docteur Krombach. C'est un médecin réputé qui a une grande clientèle et voilà, qui a très bonne presse à Lindau. Lindau, pour les 2 enfants, c'est quand même le bonheur parce que c'est une très très grande maison. Les enfants peuvent en plus s'adonner au sport nautique. C'est sublime, hein. André Bamberski, lui, ne voit plus Kalinka et Nicolas que lors des vacances scolaires. En l'espace de quelques années, la chute est brutale. On peut dire qu'en cette année 1980, le brillant expert comptable qui gagnait tant d'argent comme expatrié au Maroc n'est plus que l'ombre de lui-même. Il a tout perdu. Il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants et il se retrouve à Toulouse un peu tout seul en fait. Il n'a jamais pu se départir du ressentiment qu'il avait à l'encontre aussi bien du docteur que finalement de cette ex-femme. Il rumine. Il rumine. Pourtant, lorsqu'il reçoit ses 2 enfants, André Bamberski se sent revivre. Comme au printemps 1982, lors des vacances de Pâques, Kalinka vient tout juste d'avoir 15 ans. Des vacances pleines d'insouciance, en compagnie de Françoise, sa meilleure amie.
Kalinka avait la chance d'être une très très belle personne, mais à tout point de vue. Françoise Faux, amie d'enfance de Kalinka. Déjà physiquement, une jolie petite blonde aux yeux en amande. Une fille splendide. Bon, sur le plan physique, elle était très belle. À 15 ans, elle était assez grande, blonde. André Bamberski, père de Kalinka. Disons, c'était vraiment la jeune fille dont je garde le meilleur souvenir. Elle avait aussi ses copains et ses copines ici. Ses journées étaient remplies. Ces images de Kalinka, André Bamberski ne pourra jamais les oublier. Car en cette année 1982, séparé de sa femme et de ses enfants, il pense avoir enduré le pire. Mais un autre événement, bien plus terrible encore, va bientôt sceller son existence. Samedi 12 juillet 1982, au matin. Un beau soleil d'été brille sur Lindau, en Bavière. En ce début de vacances scolaires, Dieter Krombach a prévu une sortie au grand air avec Nicolas et Kalinka. Donc Dieter Krombach est habillé de pied en cap pour aller faire du cheval. Il s'est réveillé assez tôt comme à son habitude et donc... Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Il descend voir les enfants pour les réveiller. Il va voir Kalinka parce qu'ils avaient prévu apparemment d'aller faire du cheval ensemble. Il est 9h à peu près lorsque Dieter Krombach entre dans la chambre de Kalinka. Virginie Selvetti, journaliste. Et la trouve allongée, couchée en chien de fusil sur le lit. Allongée dans la pénombre, la jeune fille paraît profondément endormie. Mais quand Dieter Krombach tente de la réveiller, c'est le choc. Il s'approche et il constate qu'elle a l'air inanimée. Donc n'oublions pas qu'il est médecin. Il panique un peu, il essaie de la secouer, elle ne réagit toujours pas. Il a beau pratiquer les premiers gestes de secours. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Kalinka ne respire plus. Kalinka est décédée. Elle est morte. Le docteur Krombach doit se rendre à l'évidence. Kalinka présente déjà des signes de rigidité cadavérique. Il n'y a plus rien à faire pour elle. Il doit alors annoncer la terrible nouvelle à Daniel, sa mère, mais aussi à Nicolas, son petit frère. Il retourne dans sa chambre, il racontera plus tard qu'il a juste entendu les ambulances, qu'il a vu sa mère pleurer. La mère de Kalinka, Daniel, est complètement affolée. D'ailleurs, elle n'appellera le père de Kalinka que 2 heures plus tard. C'est-à-dire qu'il y a 2 heures où elle est tétanisée dans la maison. Il est 11h du matin, ce fameux jour, à Pechbusc, en Haute-Garonne. Un moment qui restera gravé à tout jamais dans la mémoire d'André Bamberski. Oui, ça restera toujours. La maman a téléphoné ici pour m'apprendre brutalement le décès de Kalinka, chose qui était absolument horrible. Je peux dire que sur le moment, j'avais, disons littéralement, perdu la tête. Pour André Bamberski, le choc est terrible. Immédiatement, les questions se bousculent. Comment Kalinka, sa fille de 15 ans, a-t-elle pu succomber si subitement ?
Daniel lui répond juste « je ne sais pas, on l'a retrouvée ce matin, inerte dans son lit, elle est morte comme ça ». Elle se souvient que Kalinka, le soir... Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. C'est-à-dire au cours du repas, se plaint d'avoir une sorte d'insolation en quelque sorte. Elle n'est pas bien, elle n'est pas traque, elle est un peu fatiguée. Une insolation. Sur le moment, André Bamberski n'est même pas en mesure de réagir. Dans un état second, il quitte la région toulousaine en voiture, direction l'Allemagne. C'est là, à Lindau, qu'on l'autorise à voir sa fille pour la dernière fois. Et donc j'ai vu Kalinka, puisqu'elle avait déjà été transportée à l'hôpital, donc je l'ai vue dans une chambre de l'hôpital. Alors on peut imaginer déjà, vu le ressentiment qu'avait Bamberski envers le nouveau mari de sa femme, sa nouvelle vie, d'apprendre que sa fille, qui devait voir quelques semaines plus tard pour les vacances d'été, est décédée brutalement, on peut imaginer se mettre à sa place la rage et le chagrin qui ont dû être les siens à ce moment-là. Difficile pour André Bamberski de conserver son sang-froid. Il décide alors de rentrer en France dès le lendemain matin avec son fils. Le petit garçon est traumatisé. Nicolas, lui, n'a que 11 ans, il comprend pas bien ce qui se passe. Moi, je suis rentré dès le dimanche avec Nicolas, le frère de Kalinka, qui lui était encore plus effondré que moi. Sur la route, le père de Kalinka interroge son fils. Mais Nicolas est formel. Il n'a rien remarqué d'anormal ou d'inquiétant chez sa sœur, Kalinka, la veille de son décès. Et donc, ils étaient allés à la plage, à la piscine, et donc en particulier, ils avaient fait de la planche à voile sur le lac de Constance. Un lac où d'ailleurs Kalinka adore faire de la planche à voile. Il n'a pas fait plus particulièrement chaud ce jour-là que les autres jours. Et d'ailleurs, pour les enfants, c'était une journée comme les autres. André Bamberski s'interroge. La thèse d'une brutale insolation très vite avancée par Daniel, son ex-femme, n'explique peut-être pas tout. Reste que dans l'immédiat, il y a une urgence pour lui. Organiser les obsèques de sa fille dans son village. Et oui, j'ai assisté au enterrement de Kalinka. Françoise Faux, amie d'enfance de Kalinka. On n'était pas très nombreux. De la classe, j'étais la seule. Et je me souviens qu'elle avait un cercueil blanc. Voilà. Mais c'est un peu flou parce que c'était tellement plein d'émotions que... Voilà. Mais j'y étais. Moi, personnellement, les premiers jours... André Bamberski, père de Kalinka. J'ai perdu toute notion de logique, de réflexion, de bon sens. Pourquoi cette adolescente en pleine santé est-elle morte ainsi du jour au lendemain? La disparition brutale de Kalinka, qui avait toute la vie devant elle, laisse sa famille inconsolable. Mais en ce triste été 1982, après seulement 2 mois de deuil, tout s'accélère. André Bamberski reçoit le rapport d'autopsie de sa fille, ordonné par la justice allemande. Dès la première page, c'est la surprise. Le médecin légiste constate des traces de piqûres sur le corps de Kalinka. Virginie Selvetti, journaliste. Il y en a plusieurs dans le bras, il y en a une sur la jambe droite et une sur le thorax. Des traces de piqûres dont la plus récente est localisée dans le bras de la jeune fille. Son père en reste stupéfait. D'après le légiste allemand, c'est le choc causé par cette injection en intraveineuse qui pourrait être à l'origine de la mort.
qu'on appelle un collapsus, c'est-à-dire qu'une injection sur un corps non préparé peut, dans des cas extrêmes, conduire à la mort. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est finalement le médecin légiste qui va voir le corps de Kalinka quelques heures après sa mort. Ça va être sa conclusion. Selon les expertises, le produit administré à Kalinka serait un mélange de fer et de cobalt. C'est cette injection qui a pu provoquer la mort par suffocation. Si les causes précises du décès ne sont pas établies, une autre surprise attend André Bamberski dans ce rapport d'autopsie. Le médecin légiste va constater des choses encore plus étranges, notamment des traces de sang au niveau de l'entrejambe. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Des substances blanches au niveau en zone sexuelle. Comme si la jeune fille avait pu avoir peu de temps avant sa mort, avoir des relations sexuelles. Enfin, c'est vrai que c'est quand même bizarre que Kalinka n'avait pas de petite amie. Elle a vraisemblablement eu un rapport sexuel avec quelqu'un. Que signifient toutes ces traces? Et pourquoi le corps de Kalinka est-il couvert de piqûres? Pour André Bamberski, voilà qui balaie d'un seul coup la thèse de l'insolation mortelle. À sa demande, la justice allemande fait interroger celui qui a découvert Kalinka, son beau-père, le docteur Dieter Krombach. Il dira, j'ai pas osé vous le dire, mais en fait, la veille au soir, à 19h30, juste après le dîner, Dieter Krombach explique qu'il lui a fait une piqûre de fer et de cobalt. Comme on est en plein été, Kalinka, étant assez diaphane, assez blanche de peau, il explique que c'était pour qu'elle puisse mieux bronzer. Faire une piqûre intraveineuse à une gosse de 15 ans pour la faire bronzer, on se pose immédiatement des questions. Le médecin allemand reconnaît avoir plusieurs fois administré de telles piqûres à sa belle-fille. Pour autant, il n'explique pas les traces sur le bas du corps constatées à l'autopsie. Du côté d'André Bamberski, un autre scénario que celui de l'insolation commence à se dessiner. Le docteur Krombach aurait-il agressé sexuellement sa fille? Difficile pour le père de Kalinka de chasser cette image de son esprit. Dès la minute où il s'est mis ça dans la tête, il ne peut plus se l'enlever. Il en est persuadé. Le docteur Krombach, donc, volontairement est descendu pour abuser de Kalinka. Comme il faisait chaud, Kalinka devait être toute nue, il lui a pris un coup de sang. Il l'a violée et il lui a fait cette piqûre pour la supprimer. Ces graves accusations valent à Dieter Krombach d'être à nouveau auditionné par la police allemande fin 1982. Mais il nie catégoriquement le viol et le meurtre de Kalinka. Et sans éléments tangibles pour l'inculper, le dossier est classé sans suite en Allemagne. Car malgré ces soupçons qui l'obsèdent, André Bamberski n'a pas l'ombre d'une preuve. Il décide pourtant d'aller sur la tombe de Kalinka afin de lui faire un serment. J'ai formalisé cette promesse et pratiquement répété chaque fois, donc environ une fois par semaine, que j'allais au cimetière pour prier. La promesse de Kalinka, c'est que je voulais à tout prix que les autorités allemandes inculpent Krombach d'avoir violé et tué Kalinka par cette piqûre intraveineuse.
À partir de là, c'est une guerre qui va durer plus de 30 ans, qui va s'engager entre les deux hommes. André Bamberski ne le sait pas encore, mais ce combat sera celui de toute son existence. En 1984, 2 ans après la mort de sa fille, la justice allemande ne veut toujours pas l'entendre. Alors, en désespoir de cause, il multiplie les coups d'éclat. Bamberski, très vite, fait parler de lui et il envoie des courriers à tous les habitants de Lindau en leur disant « Dieter Krambach est un assassin, n'allez plus le voir, il a tué ma fille ». Monsieur Bamberski a même été en Allemagne à l'époque. Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. Parce qu'il distribuait des prospectus dans la ville en disant « un assassin parmi vous ». Dès son premier voyage dans la paisible ville de Lindau, André Bamberski ne passe pas inaperçu. Ce Français, si déterminé, fait tout pour qu'on le remarque. Si bien que les passants appellent la police. Virginie Selvetti, journaliste. Qui l'arrête. Dieter Krambach porte plainte pour diffamation. Pour Krambach, il s'agit ni plus ni moins d'un délire obsessionnel. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Obsessionnel, pourquoi ? Parce que Bamberski n'arrive pas à faire le deuil de sa relation. Il n'arrive pas à se résigner au fait que sa femme soit partie avec le médecin allemand. Pour la police allemande, l'affaire paraît entendue. André Bamberski serait aveuglé par la haine personnelle qu'il voue à Krambach depuis son divorce. Reste qu'en garde à vue, le père de Kalinka maintient toutes ces accusations. Le même procureur, si vous voulez, qui avait classé le dossier de Kalinka, André Bamberski, père de Kalinka, m'a inculpé donc de troubles à l'ordre public, injure à la magistrature, diffamation. Et je n'ai été libéré donc dans la nuit que lorsque j'avais ce qu'on appelle versé une caution. Au final, André Bamberski écopera de 6 mois de prison avec sursis pour ces scandales à répétition. Le voilà maintenant condamné par la justice allemande et interdit de séjour à Lindau, à la demande du docteur Krambach, mais aussi de Danielle, son ex-femme. La maman de Kalinka criait partout que j'étais fou, que tout ce que je reprochais à Krambach, que c'est moi qui l'inventais, que je n'avais aucune preuve, que je salissais la mémoire de Kalinka en parlant de cet aspect sexuel des choses, etc. Entre cet homme qui lui a volé sa femme, Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. Et maintenant, tous ces gens qui refusent d'investiguer réellement, là, les Allemands, ils n'en peuvent plus. Et il décide de porter plainte en France en 1984 et donc il dépose au parquet sa plainte pour viol et homicide. Alors qu'il a récupéré la garde de son fils Nicolas, André Bamberski se tourne donc vers la justice française. Mais une nouvelle épreuve l'attend, l'exhumation du corps de Kalinka, 3 ans après sa mort. Et en fait, la scène est absolument terrible pour ce père, puisque va se pratiquer à la demande, pour la première fois de la justice française, une nouvelle autopsie, pour tenter de déterminer, cette fois côté français, les causes de la mort. C'est sûr que c'était difficile à supporter, mais compte tenu un petit peu de mon expérience de la vie, je l'ai supporté. Je ne vais pas vous dire que c'était de gaieté de cœur. Objectif de cette contre-autopsie, connaître les raisons du décès, mais aussi établir, oui ou non, l'existence des violences sexuelles. Pourtant, ce point capital ne pourra pas être tranché par le légiste français.
Et pour cause, il manque une partie des organes de la victime. Ce qui est intéressant dans cette deuxième autopsie, c'est que le docteur va se retrouver avec un corps dont il manque les parties génitales. Les bizarreries, elles viennent du fait que l'appareil génital de Kalinka a disparu. Alors ça, effectivement, c'est une énormité, on est tous d'accord pour le dire. C'est un véritable coup de théâtre. Aurait-on voulu faire disparaître des preuves d'agression sexuelle? Impossible de le savoir. Mais les expertises françaises sont sans appel. C'est bien le docteur Krombach qui aurait administré la piqûre mortelle. C'est-à-dire que l'injection ou les injections qui ont été pratiquées sur la jeune fille avant son décès sont directement à l'origine de sa mort, en fait. Ces expertises qui l'accusent et ces organes qui se sont volatilisés, Krombach devient le suspect numéro 1 dans le dossier Kalinka. Du moins, pour la justice française. Le problème, c'est que le juge français ne peut pas se rendre en Allemagne. Il y a eu un refus catégorique des autorités allemandes de coopération judiciaire sur ce dossier. En l'état, le juge décide de mettre en examen à distance, parce qu'il est en Allemagne, Dieter Krombach pour homicide volontaire sur la personne de sa belle-fille. Malgré plusieurs demandes d'extradition, les autorités allemandes restent inflexibles. Quelles que soient les accusations, il n'est pas question de livrer le médecin à la France. L'Allemagne a fait des enquêtes minutieuses. Yves Lévanneau, avocat de Dieter Krombach. L'Allemagne a toujours estimé que M. Krombach n'était pas responsable pénalement du décès de Kalinka Bamberski. Il y a eu à un certain moment une forme de vexation de la part des Allemands. On allait montrer à la France qu'on est aussi une démocratie, qu'on a une justice qui tient la route et on n'a pas à se laisser dicter la façon de faire par les Français. Cour d'assises de Paris, 9 mars 1995. Plus de 10 ans après le drame, un tribunal français s'apprête enfin à juger l'affaire Kalinka. Pour André Bamberski, c'est presque inespéré. Ça faisait déjà 13 ans que j'avais attendu ça. Pour moi, il y avait déjà une satisfaction. Seulement, ce jour-là, le box des accusés reste désespérément vide. Dieter Krombach doit être jugé même s'il n'est pas là. Un cas de figure dans lequel la loi est formelle. Arrive l'audience de 95 où il va être jugé par contumace. Mais alors être jugé par contumace, il n'y a pas de juré, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'expert, en fait il n'y a personne. Ce sont des procès en général très expéditifs et ça dure quelques heures. On va, sur la base d'éléments, tout de même déterminer si la personne est coupable ou non. Cette audience ne dure au total que 3 heures. Le jour même, le couperet tombe. Dieter Krombach est reconnu seul responsable de la mort de Kalinka Bamberski. Mais il n'est pas condamné pour meurtre. Finalement, lors de ces débats, les faits sont requalifiés d'homicide volontaire en violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Donc le maximum, 15 ans de réclusion. Le viol ne peut être qualifié puisque personne n'a vu les organes génitaux. Donc on ne peut affirmer que Kalinka ait été violée du coup. Après quelques minutes de délibéré, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Le docteur Krombach, en son absence, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Pour André Bamberski, en tout cas, c'est une première victoire. Ses proches voudraient le convaincre d'abandonner son combat. Mais cette sentence n'y change rien. Il veut que le docteur Krombach purge sa peine. Krombach a quand même été condamné. André Bamberski, père de Kalinka.
Donc bon, il a qu'à se satisfaire de la décision de la justice. Et moi, je ne m'en suis pas satisfait. Ça ne lui suffit pas, André Bamberski, cette condamnation, puisqu'elle n'est pas effective sur le sol allemand. Et il va lutter, ce père va lutter encore et encore pour obtenir quoi ? Un mandat d'extradition. Pourtant, les demandes d'extradition déposées par la France restent toutes lettres mortes. 14 ans après la mort de sa fille, André Bamberski se retrouve encore dans une impasse. Les Allemands ne comprennent pas pourquoi la France Virginie Selvetti, journaliste. leur fait un pied de nez en enquêtant sur cette affaire qu'eux-mêmes ont déjà fermée. On est dans un paradoxe total. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. C'est-à-dire que Dieter Krombach est un coupable pour la justice française et un innocent pour la justice allemande. Dès lors, c'est un nouveau défi qui se présente pour André Bamberski. Il ne cessera son combat que lorsque Krombach effectuera sa peine dans une prison française. Plus les années ont passé, moins il était concevable que je puisse abandonner. Pour moi, abandonner, ce serait une lâcheté vis-à-vis de mon devoir paternel concernant Kalinka. Malgré toute sa détermination, André Bamberski n'a toujours aucune preuve de la culpabilité de Krombach. Ce n'est qu'en 1997, après 15 années de déception, que l'affaire bascule à nouveau. Donc une journaliste de Lindau me téléphone ici en me disant « Bon, monsieur Bamberski, vous allez être content, le docteur Krombach a enfin été mis en prison. » Si vous voulez, ma première réaction, je pensais que c'était au sujet de l'affaire de Kalinka qui allait être extradé. André Bamberski est loin d'imaginer ce que cette journaliste va lui raconter. En fait, lui dit-elle, Krombach est emprisonné en Allemagne à cause d'une affaire qui semble très similaire. Une de ses patientes, une très jeune fille, Laura, va affirmer avoir été violée par lui sous anesthésie. Elle raconte qu'elle s'est rendue dans son cabinet et que sous prétexte d'une endoscopie, il lui a fait une anesthésie et qu'il l'a violée. Alors évidemment, ces révélations, on les fait d'une bombe parce que tout ça renvoie aussi à l'image de Kalinka, dont le corps était couvert de piqûres. Kalinka qui avait 14 ans. Et là, on se demande très logiquement si Krombach n'a pas exercé des violences sexuelles sur sa belle-fille, s'il ne l'a pas violée. Et en tout cas, c'est le scénario tout à fait glaçant qui vient à l'esprit de tout le monde à ce moment-là. D'autant que, très vite, d'autres jeunes femmes se manifestent à leur tour. Comme Yana, une autre patiente du docteur Krombach à Lindau. Il m'a fait cette piqûre et hop, je suis partie, évanouie. J'étais inconsciente, dans le coma, aucune idée de ce qui s'est passé. Yana Mauer, patiente de Dieter Krombach. Et ensuite, je suis revenue à moi, de nouveau grâce à une piqûre, et ça faisait atrocement mal. Mais immédiatement, j'ai repris conscience. Ma première réaction, je me revois, je lui criais « Qu'est-ce qui se passe? Qu'as-tu fait? Ça fait si mal !» Et il m'a dit « Tu as fait un choc dû au fer. J'ai dû te faire une piqûre, une contre-injection. » Ce que j'ai vraiment trouvé étrange, je ne sais pas ce qu'il a fait avec moi pendant le temps où j'étais inconsciente. Combien de temps ça a duré? Aucune idée. André Bamberski en reste abasourdi. Et si ce qu'il pressentait depuis tant d'années venait enfin à éclater au grand jour? 6 mois plus tard, Dieter Krombach, qui a été remis en liberté, est questionné par la télévision allemande au sujet du viol de Laura, 16 ans. Une confession surréaliste. Vous pensiez qu'elle était consentante ?
Si elle était consentante, je ne peux pas dire qu'elle disait oui. Dieter Krombach. Ça, je l'ai déjà déclaré. Mais elle ne disait pas franchement non. Je l'ai embrassée et elle n'a pas opposé de résistance. Alors, quand je lui ai demandé si on pouvait aller plus loin, elle a juste souri. On ne peut pas dire qu'elle était franchement ravie que je fasse ça. Mais moi, j'avais l'illusion qu'elle était d'accord. En France, ces révélations fracassantes provoquent un tremblement de terre. Le médecin vient de faire l'aveu public de ses propres perversions. On a affaire à quelqu'un dont la personnalité est assez intrigante, oui. Alexandre Parabruguière, avocat de la mère de Kalinka. Alors, on parlait clairement par rapport à sa vision du consentement, parce que s'il est interviewé et qu'il dit qu'elle était plus ou moins consentante alors qu'il l'avait endormie, ça pose problème, oui. Quand j'ai appris qu'effectivement Krombach était un violeur, André Bamberski, père de Kalinka. C'est là que j'ai pu quand même m'extérioriser en disant maintenant vous avez la preuve que Krombach est un pervers sexuel avéré, qui plus est narcissique. En 1998, un an après les faits, le procès de Dieter Krombach s'ouvre à Lindau. Si les autres plaintes n'ont pas été retenues, le docteur doit répondre du viol sous anesthésie de la jeune Laura. Mais sitôt le verdict rendu, c'est la consternation générale. Pour ce viol, il est condamné à 2 ans de prison avec sursis et 2 ans d'interdiction d'exercer. Alors 2 ans de prison avec sursis, pour un viol sous anesthésie, c'est du jamais vu. Donc il y a toute une sorte de solidarité, de mouvement autour des femmes, notamment dans cette petite ville de Lindau qui se met en place en fait spontanément. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et il y a même des manifestations contre le docteur Krombach. Des manifestations d'ailleurs aux 4 coins de l'Allemagne avec des pancartes. Justice pour Laura, enfin personne ne comprend cette condamnation. Le docteur Krombach, si longtemps respecté, est devenu indésirable à Lindau. Son procès pour viol sur mineur a fait la une de tous les médias allemands. Et de fil en aiguille, la situation de ce bon notable de province devient intenable au point qu'il va devoir quitter la ville pour se refaire peut-être une virginité ailleurs. Il veut qu'on le lâche. Et il va d'ailleurs dans une autre ville, à des centaines de kilomètres en Allemagne, et il faudra 1 mois pour qu'une voisine, finalement, le reconnaisse et le dénonce en disant « Attention, c'est lui, c'est le fameux violeur ». Dieter Krombach est contraint de déménager à plusieurs reprises. En France aussi, il y a un homme qui n'oublie pas le médecin déchu. C'est André Bamberski, le père de Kalinka, qui espère toujours le faire extrader. Un peu tardivement, la justice française, sous la pression d'André Bamberski, consent à délivrer un mandat d'arrêt international contre Dieter Krombach. Ce qui veut dire que dorénavant, dans tous les pays de l'espace Schengen dans lesquels se rendra Dieter Krombach, il sera susceptible d'être arrêté, d'être extradé et d'être livré à la France. Le parquet de Paris a émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre d'un médecin allemand condamné par contumace il y a 10 ans. Il est soupçonné du meurtre d'une jeune Française en 1982. Aujourd'hui, le docteur Krombach séjourne régulièrement dans cette maison. Ses voisins évoquent tous un homme en fuite. Pour moi, c'est un homme qui se sent pourchassé. Il est toujours stressé. Dès qu'il arrive, il rentre très vite dans son garage, il garde les volets fermés et il repart aussi vite. S'il franchit l'une des frontières de son pays, Dieter Krombach a donc toutes les chances d'être jeté en prison en France. Mais pendant des années, rien ne se passe. André Bamberski, lui,
envisage toutes les hypothèses, y compris les plus extrêmes. Tuer ou faire tuer Krombach, d'abord, bon, ça m'aurait entraîné, moi, en prison jusqu'à la fin de ma vie. Et surtout, jamais je n'aurais eu la preuve que Krombach a violé et tué Kalinka. Bomberski attend qu'une chose, c'est que Krombach fasse une erreur, passe une frontière, enfin, fasse une bêtise qui lui sera fatale. Plus de 20 ans après la mort de sa fille, André Bomberski n'abandonne pas son inlassable combat. Pour autant, réussira-t-il à faire rendre justice à Kalinka ? S'il était bien seul au début, le père de Kalinka reçoit désormais de nombreux soutiens. En France et en Allemagne, où le docteur Krombach a toujours interdiction d'exercer. André Bomberski trouve certaines personnes qui se rallient à sa cause. Virginie Selvetti, journaliste. Et qui vont l'aider et racontent à André Bomberski les faits et gestes de Dieter Krombach. Chaque fois qu'il déménageait, par un moyen ou par un autre, j'arrivais à le retrouver. Même s'il continue à rester libre et tranquille chez lui, non, c'était inacceptable. Moi, je veux l'exercice de la justice et l'exécution de la condamnation. Ces fameux 15 ans de prison que Krombach n'a jamais purgés, il n'est pas concevable pour André Bomberski d'en rester là. Plus que jamais, il consacre toute son existence et toute son énergie à pourchasser Dieter Krombach. Il le traque et à chaque fois qu'il le retrouve, il le pourrit dans tous les alentours aussi. André Bomberski essaye de faire de la vie de Dieter Krombach un enfer. On peut vous poser quelques questions ? Non, non, vous ne pouvez pas. On n'a rien à se dire. Merci. Et pourtant, à l'automne 2009, tout s'accélère pour André Bomberski. Il reçoit de l'un de ses contacts en Allemagne une information de toute première importance. Mais il y a quelque chose qui va inquiéter à un moment donné. Bomberski, il apprend que Krombach envisage de s'expatrier, pas n'importe où, au Rwanda, dans un pays qui évidemment n'a pas d'accord d'extradition avec la France. Et là, il se dit, si jamais il me passe et qu'il part là-bas, on le retrouvera jamais et jamais je l'aurai sous la main. André Bomberski pressent que la situation peut lui échapper à tout moment. Il fait donc encore une fois le voyage en Allemagne. Quand j'y suis retourné en septembre 2009 et que j'ai vu que la maison était en vente, voyant que Krombach avait 74 ans, moi 72 ans. André Bomberski, père de Kalinka. J'ai dit, c'est moi qui me retrouverai chocolat. En dehors de la prescription de notre âge, je me voyais encore devant des démarches incommensurables. Je vous dis, j'ai eu une sorte de flash. Dès lors, André Bomberski commence à envisager une solution plus radicale. Et s'il faisait livrer le docteur Krombach à la justice française par la force? On peut appeler ça un enlèvement, on peut appeler ça un kidnapping. Bon, je laisse à chacun le plaisir d'utiliser l'expression qu'il souhaite. Alors qu'il est en Allemagne, André Bomberski va faire la connaissance d'un certain Anton Krasniqi, un homme originaire des pays de l'Est. Anton, il est kosovar, c'est une espèce d'armoire à glace avec un blouson en cuir, une tête sortie d'un film d'Olivier Marchal, on va dire, l'homme de main, mais en fait qui a un grand cœur.
J'avais 40 ans à l'époque. Anton Krasniqi, kidnappeur de Dieter Krombach. J'ai entendu parler de l'affaire Bamberski par une sœur de mon ex-conjointe qui était journaliste pour un journal autrichien. J'ai demandé à la journaliste, la sœur de ma conjointe, « Tu l'as donc vu? Comment il va? Qu'est-ce qu'il devient ?» Elle m'a répondu qu'il allait bien, qu'il dormait à l'hôtel, et elle m'a donné le nom de l'hôtel. Anton, touché par ce drame, est bien décidé à aider le père de Kalinka. Le soir même, il se rend à cet hôtel afin de rencontrer André Bamberski. Il reçoit un coup de fil à la réception d'un certain monsieur Anton qui désire le voir. On s'est parlé en anglais, c'est là qu'il m'a proposé de s'occuper du transport de Krombach d'Allemagne en France. Il n'a pas pris l'initiative de me parler d'argent, donc c'est moi qui ai pris l'initiative de parler d'argent, et qui plus est, il ne m'a pas demandé d'acompte. Je l'ai fait par charité, parce que j'avais de la compassion pour cet homme, et le combat qu'il a mené pendant des années. Voilà pourquoi. J'avais mon argent, j'avais mon toit, j'avais ma voiture, mon travail, une grande famille. Je n'avais pas besoin d'argent. Je ne suis reparti que le dimanche soir ou le lundi matin. Je dirais à la rigueur, les jours suivants, je n'y pensais même plus. En effet, s'il a donné son accord de principe, André Bamberski rentre en France sans trop y croire. Et pourtant, 10 jours plus tard, son histoire refait la une de l'actualité. C'est une affaire vieille de presque 30 ans et elle vient de connaître un rebondissement incroyable. L'assassin d'une jeune Française de 14 ans, Kalinka, tuée dans les années 80, a été retrouvé ligoté à quelques pas du tribunal de Mulhouse. C'est le père de la jeune victime qui est soupçonné de l'avoir ramenée en France. 19 octobre 2009, c'est la stupéfaction. André Bamberski est placé en garde à vue par les policiers français qui veulent des explications. Comment Dieter Krombach a-t-il pu se retrouver inconscient et ligoté à Mulhouse en pleine nuit? J'ai commencé à comprendre que j'étais vraiment dans le pétrin. Ils ont essayé de me faire craquer en étant certain que j'avais organisé moi-même tous les détails de l'enlèvement et du transport, ce qui n'était pas du tout le cas. Donc j'ai mis beaucoup d'heures jusqu'à les convaincre et en fait je ne les ai pas convaincus. Grâce au relevé d'appels téléphoniques, la police identifie le fameux Anton, un homme qu'André Bamberski reconnaît avoir brièvement rencontré en Allemagne. Au même moment, Anton est lui aussi interrogé par la police allemande et il raconte comment lui et ses 2 complices, des Russes, sont passés à l'action. J'ai frappé à la porte. Monsieur Krombach est sorti. Et les 2 Russes lui ont sauté dessus. Il était sorti avec une matraque en main. Un des 2 Russes, Ivan, a pris la matraque et l'a frappé à la tête. Quand j'ai vu ça, je me suis approché et j'ai tenté de l'arrêter. Parce qu'un coup de matraque à la tête, ça peut être fatal. Je lui ai pris sa matraque, il a arrêté de frapper et on l'a tout de suite embarqué dans la voiture et on est parti. On le bâillonne, on l'attache. Stéphane Manka, journaliste spécialiste des faits divers. On le fout dans le coffre et direction la France au plus court. Il est 2h du matin lorsque la voiture des ravisseurs franchit la frontière française. Dieter Krombach est abandonné inconscient dans la ville la plus proche, Mulhouse. Pour Anton, l'opération s'est déroulée comme prévu. Il appelle la police. Il prend pour cet appel
une voix d'un accent russe. Virginie Selvetti, journaliste. Et il prévient la police que Dieter Krombach est ligoté rue des Tilleuls et qu'il faut aller le chercher. Je leur ai dit, ok, le docteur Krombach est recherché. Vous le trouverez dans cette rue. Ils m'ont répondu, attendez un peu, on ne vous comprend pas. Et j'ai raccroché. Pendant que la police française se rend sur place, rue des Tilleuls, Anton passe un dernier coup de fil, cette fois à André Bamberski, le père de Kalinka. J'ai compris que, disons, l'accord qu'on avait passé avec Anton était réalisé. André Bamberski, père de Kalinka. Ce n'est qu'à ce moment-là que, réellement, j'ai eu des difficultés à me rendormir. Enfin, après 27 ans de combat, Dieter Krombach est en France. Il a la certitude que maintenant, il va passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Rien ne peut compter plus. Enfin, maintenant, ce père va pouvoir commencer son deuil. À l'issue de sa garde à vue, André Bamberski est remis en liberté dans l'attente de son procès pour enlèvement. Mais il a tenu la promesse faite à sa fille Kalinka. Quant à André Bamberski, il est accusé d'enlèvement, de séquestration, de violence volontaire. Enfin, il risque 5 ans d'emprisonnement. Reste que Dieter Krombach doit le premier rendre des comptes à la justice française. Son nouveau procès s'ouvre 1 an et demi plus tard, en 2011, devant la cour d'assises de Paris. Il y a eu le procès par contumace qui a laissé beaucoup de monde un peu sur sa faim. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et là, on a enfin le mystérieux docteur qui passe à travers les gouttes depuis tant d'années, qui est présent dans le box de la cour d'assises. Donc c'est un procès à sensation. Alors, l'accusé finira-t-il un jour par passer aux aveux? Presque 30 ans après la mort de Kalinka, c'est peut-être l'heure de vérité. En fait, on a l'impression que le docteur Krombach n'a pas changé d'attitude. Michael Gagné, journaliste. Il est toujours aussi arrogant, il fait semblant de ne pas vraiment comprendre ce qui se passe. Il nie la plupart des faits. En fait, dans son box, Krombach fait du Krombach. Il continue de dire qu'il n'a rien à voir, que c'est possiblement un accident ou quelque chose, un geste malencontreux qui a causé la mort de Kalinka, qu'il ne l'a jamais violée et qu'il n'a jamais voulu sa mort. Donc il clame haut et fort son innocence. Mais lorsque son ex-femme, Danielle, la mère de Kalinka, est appelée à la barre, le procès bascule. Face à l'accumulation des éléments à charge contre Krombach, elle reconnaît pour la toute première fois sa culpabilité. J'avais fait mon deuil. Je pensais que Kalinka était morte d'une mort naturelle. Et maintenant, il va falloir que je le vive. Danielle Gonin, mère de Kalinka. J'aurais aimé que Dieter Krombach me dise bon, c'est un accident, j'ai paniqué et j'ai menti. Là, j'aurais compris, j'aurais pardonné, c'est un accident. Mais là, maintenant, je ne sais pas de pardon. Madame Gonin avait toujours eu confiance en son mari, Monsieur Krombach. Yves Lévano, avocat de Dieter Krombach. Madame Gonin n'a jamais pensé une seule minute possible que Monsieur Krombach soit impliqué volontairement dans le décès de sa fille. Et de voir Madame Gonin changer de camp. Ça a été un tournant du procès. Et ça a été la clé de la condamnation. C'est le dénouement d'une affaire criminelle totalement hors norme, vieille de 30 ans. Le médecin allemand Dieter Krombach a été finalement condamné aujourd'hui à 15 ans de prison pour le meurtre de sa belle-fille. Un jugement rendu possible grâce à la détermination du père de l'adolescente. Une peine de 15 ans de prison confirmée en appel. Mais André Bamberski, lui, doit encore affronter un dernier rendez-vous judiciaire.
son propre procès en 2014 pour l'enlèvement du docteur Dieter Krombach. Et donc il est jugé, il risque quand même 5 ans de prison, il est jugé en correctionnel à Mulhouse et il prend finalement un an de prison avec sursis, donc finalement pas grand-chose. Son seul but dans la vie, c'était de le ramener sur le territoire français. C'était chose faite grâce à ce monsieur Anton, donc voilà, il n'a aucun regret. Il ne regrette pas du tout ce qui s'est passé. Si c'était à refaire, il le referait. Jusqu'à l'enlèvement, je me suis battu comme Don Quichotte contre des moulins à vent sans succès. Je ne souhaite à personne de vivre les années que j'ai vécues. Et je n'encourage personne à faire ça. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Le soleil d'été baignait Lindau d'une lumière paisible, presque trompeuse. Cette petite ville allemande, posée comme une carte postale au bord du lac de Constance, respirait la tranquillité d'un dimanche ordinaire. Les cloches de l'église tintaient au loin, les rideaux se soulevaient doucement sous la brise tiède. Dans la maison du docteur Krombach, tout semblait normal, trop normal peut-être. À l'étage, une adolescente de 14 ans dormait encore, sa respiration lente et régulière. Elle s'appelait Kalinka Bamberski. Fille d'un ingénieur français, André Bamberski, et de son ex-épouse Danielle Gonin, elle passait l'été en Allemagne, chez sa mère et son beau-père, le docteur Dieter Krombach. Un médecin charismatique, sportif, toujours impeccable dans ses blouses blanches. Le genre d'homme qui inspire la confiance sans qu'on sache vraiment pourquoi. Ce matin-là, pourtant, tout allait basculer. Vers 9h, Danielle entra dans la chambre de sa fille. Kalinka ne bougeait pas. Ses draps étaient froissés, sa peau un peu pâle. « Kalinka » murmura-t-elle en s'approchant du lit. Pas de réponse. Une seconde d'hésitation, puis la panique. Une mère reconnaît immédiatement quand quelque chose ne va pas. Elle appela Dieter. Krombach arriva, encore en chemise de nuit, une seringue déjà à la main. « Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper », dit-il d'une voix trop calme. Il tenta une injection, puis une autre. Danielle ne comprenait pas. Pourquoi une injection ? Pourquoi ce calme clinique alors que leur fille gisait sans vie ? À 9h45, le médecin déclara le décès, cause apparente, embolie ou arrêt cardiaque. L'autopsie, pourtant, allait soulever bien des questions. Pendant ce temps, à Toulouse, André Bamberski reçut un appel. La voix de Danielle tremblait. Kalinka est morte. Il eut l'impression que le monde s'effondrait. Une minute plus tôt, il sirotait un café en consultant des plans d'ingénierie. Une minute plus tard, il se retrouvait dans un silence absolu, la gorge serrée, incapable de respirer. Il ne se souvient plus du reste de la journée. 2 jours plus tard, il était en Allemagne. Il voulait voir sa fille, comprendre. À la morgue, le corps de Kalinka reposait dans un cercueil métallique. Son visage semblait paisible, presque endormi. Mais André remarqua des traces étranges sur la peau, de petites piqûres, des bleus aux cuisses. Il demanda des explications, mais les autorités allemandes se montrèrent évasives. L'autopsie conclut à une mort naturelle. Pourtant, un détail troubla André. L'autopsie mentionnait des injections intramusculaires, des anomalies gynécologiques et des incohérences horaires. Pourquoi n'avait-on pas analysé les organes sexuels ? Pourquoi le rapport semblait-il bâclé ? Il comprit que quelque chose clochait, et il jura alors, devant le corps froid de sa fille, « Je saurai la vérité ». De retour en France, il demanda des copies du rapport d'autopsie, des documents médicaux, tout ce qu'il pouvait trouver. L'administration allemande se montra distante, parfois méprisante. Krombach, lui, resta dans l'ombre, refusant de répondre aux appels. Les semaines passèrent, puis les mois. L'enquête fut classée sans suite. Mais André Bamberski n'était pas un homme qui abandonne. C'était un père blessé, animé par une certitude viscérale.
sa fille n'était pas morte par hasard. Il fit traduire le rapport d'autopsie, contacta des médecins légistes, des experts, des journalistes. Tous confirmaient la même chose. Les conclusions allemandes étaient douteuses. Certains allèrent plus loin. Kalinka avait peut-être été abusée avant sa mort. André sentit un froid glacial lui traverser la poitrine. Il pensa à sa fille, à son rire, à ses cahiers de dessin, à son regard plein de vie. Et soudain, tout devint insupportable. La version officielle, le silence des autorités, la posture hautaine de Krombach. Alors il décida d'en faire une affaire personnelle. Il écrivit des lettres, fit des appels, sollicita les ambassades. Mais rien n'y fit. Les autorités allemandes refusaient de rouvrir le dossier. En 1984, il porta plainte en France pour meurtre et violences sexuelles. L'enquête française, lente, fut entravée par le manque de coopération des Allemands. Pendant ce temps, Krombach continuait de travailler, de vivre, d'enseigner. Il faisait du sport, participait à des conférences. Il n'avait pas même changé de maison. André, lui, s'enfonçait dans une obsession. Il couvrit les murs de son bureau de photos, de coupures de presse, de copies de documents. Il dormait peu, mangeait mal. Ses amis le disaient obsédé, perdu. Mais il n'écoutait plus. Pour lui, tout se résumait à une seule phrase. Justice pour Kalinka. En 1987, un tournant survint. Un tournant. Une ancienne petite amie de Krombach, une infirmière, accepta de témoigner. Elle raconta qu'il lui avait parlé de pratiques douteuses, de tests médicaux sur des jeunes filles. Elle évoqua aussi des photos compromettantes. Ce témoignage bouleversa André. Pour la première fois, quelqu'un confirmait ce qu'il soupçonnait depuis 5 ans. Mais en Allemagne, rien ne bougeait. En 1995, soit 13 ans après la mort de Kalinka, la justice allemande clôtura définitivement le dossier. 13 ans, 13 années de lettres, de démarches, de silence, de nuits blanches. André Bamberski décida alors qu'il ne pouvait plus attendre. Il lança une campagne médiatique, conférences de presse, interviews, articles. En France, le public commença à s'intéresser à cette histoire d'un père seul contre un système. Le visage d'André, marqué par les années, devint familier. Sa voix tremblante mais ferme passait à la télévision. « Je ne demande pas la vengeance, je demande la justice. » Et pourtant, le titre qui allait marquer les journaux quelques années plus tard serait bien celui de la vengeance d'un père. Car André Bamberski allait franchir une ligne que peu d'hommes oseraient y franchir. En 1997, la justice française condamna Krombach par contumace à 15 ans de prison pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Mais l'Allemagne refusa de l'extrader, invoquant la double nationalité et le principe de non bis in idem. Autrement dit, l'homme jugé coupable ne purgerait jamais sa peine. Ce fut la goutte de trop. Ce jour-là, en rentrant chez lui, André se regarda dans le miroir. Ses cheveux avaient blanchi, ses yeux étaient creusés, mais dans leur reflet brillait une lueur nouvelle. Il murmura « S'il ne le juge pas, je le ferai venir moi-même. » Et à partir de cet instant, la vengeance commença à se dessiner. Les années avaient filé comme des nuages rapides sur le lac de Constance. La vie d'André Bamberski avait été marquée par l'obsession, une obsession froide et méthodique qui l'avait transformé. Les rideaux de son bureau à Toulouse étaient toujours tirés, et le seul bruit venait du froissement des feuilles, du cliquetis des claviers et du souffle irrégulier de l'homme qui, chaque nuit, planifiait. Il avait appris la patience. Il avait compris que la justice, quand elle était lente, laissait souvent la place au désespoir et à la frustration. Chaque document qu'il avait accumulé, rapport d'autopsie, courrier refusé, témoignages anonymes, constituait maintenant un arsenal. Il relisait sans cesse les déclarations, notait des incohérences, des omissions. L'esprit d'André était devenu un labyrinthe de dates, d'heures, de lieux et de noms. Chaque détail du quotidien de Krombach, chaque conférence donnée, chaque photo publiée dans les journaux allemands était minutieusement cataloguée. Pourtant, malgré cette obsession, André n'avait jamais laissé son objectif s'effacer. Chaque matin, il se réveillait en pensant à Kalinka. Il s'imaginait son sourire, ses gestes, sa curiosité insatiable pour les livres, pour la musique, pour les couleurs. Il se souvenait de la première fois qu'elle lui avait montré ses dessins. Ses mains tremblaient en les tenant, son regard brillait d'une fierté pure, et André avait compris dès ce moment-là que sa fille était un être fragile mais résilient, capable de créer une beauté profonde dans un monde souvent cruel. Alors, lorsque les autorités allemandes avaient fermé le dossier, il ne s'était pas effondré.
Il avait senti une colère sourde, mais une colère qui pouvait se transformer en force. Il savait que Cronbach continuait sa vie en toute impunité, qu'il riait peut-être, qu'il participait à des compétitions de cyclisme, qu'il enseignait encore. Et cette impunité était intolérable. Au fil des années, André avait noué des contacts avec des avocats, des journalistes d'investigation et des experts en droit international. Il avait compris qu'il pouvait exploiter les failles des systèmes judiciaires français et allemands, que chaque règle, chaque procédure contenait une brèche. Mais il savait aussi que le temps jouait contre lui. Cronbach vieillissait, mais sa vigilance restait intacte. Dans les années 2000, André prit une décision radicale. Il ne se contenterait plus de lettres et de procédures. Il allait agir. Lentement, méthodiquement, il commença à tracer un plan qui nécessiterait des années de préparation, de patience et de discrétion. Il savait que la moindre erreur pouvait tout compromettre, mais la douleur, l'injustice et l'absence de sa fille étaient devenues insupportables. Le premier pas consistait à surveiller Cronbach. Sans jamais se montrer, André engagea des détectives privés pour documenter ses déplacements. Il suivait ses trajets entre sa maison, les salles de sport et les conférences médicales. Il prenait des photos, notait des horaires, observait ses habitudes. Petit à petit, une carte détaillée de la vie du médecin se dessinait. Chaque sortie à vélo, chaque rendez-vous professionnel devenait une pièce du puzzle. En parallèle, André continua d'accumuler des preuves de l'implication de Cronbach dans la mort de Kalinka. Il rencontra d'anciens collègues du médecin, des amis d'école, des voisins. Certains étaient hésitants, d'autres hostiles, mais peu à peu, les récits convergèrent vers une même réalité. Cronbach n'était pas l'homme innocent qu'il prétendait être. Certains témoignages évoquaient des comportements étranges, des gestes déplacés, des expérimentations sur des jeunes filles confiées à sa garde. Chaque découverte nourrissait la colère d'André, mais elle aiguisait également sa détermination. Il n'agissait pas par haine, mais par une volonté froide et calculée de réparer une injustice que le système judiciaire n'avait pas voulu voir. Il savait que ce chemin était dangereux, qu'il franchissait les frontières du légal et du moral. Mais pour lui, Kalinka n'était plus là, et il n'y avait plus d'autre recours. Une nuit d'hiver, en 2001, André reçut un appel d'un ancien confrère en médecine légale. La voix à l'autre bout du fil était grave. « André, j'ai examiné les archives de l'autopsie. Il y a des anomalies que vous n'aviez pas remarquées. Certaines injections n'ont jamais été identifiées. Elles pourraient correspondre à des substances anesthésiantes ou sédatives. » André sentit une lueur d'espoir. Cette confirmation scientifique, même partielle, était la preuve tangible qu'il poursuivait la bonne piste. Mais il savait aussi que les autorités allemandes continueraient à ignorer ces éléments. Il devait agir seul. C'est ainsi qu'il commença à apprendre les techniques nécessaires pour contrôler une situation sans éveiller de soupçons. Il ne s'agissait pas de violence immédiate, mais de maîtrise, de patience et de précision. Chaque décision devait être mesurée, chaque mouvement planifié. André se documenta sur la législation allemande et française, sur les moyens légaux de contraindre un citoyen à répondre de ses actes, sur les méthodes pour convaincre un suspect de se retrouver face à ses responsabilités. Au fil des ans, sa maison devint un sanctuaire de documents, de plans et de notes. Les murs étaient recouverts de photos de Cronbach, annotés de détails, date de naissance, adresse exacte, habitudes, horaires de passage. Les experts privés qu'il engageait étaient soigneusement choisis, loyaux et compétents. Chacun savait que l'affaire était délicate et qu'aucune erreur ne serait tolérée. Pourtant, au milieu de cette obsession, André conservait des gestes de tendresse pour ceux qui l'entouraient. Ses amis et sa famille étaient un témoin de sa dualité. Un homme brisé par la perte, mais capable d'une profonde attention pour ceux qui l'aimaient. Il assistait aux anniversaires, aux mariages, aux réunions familiales, mais son esprit restait fixé sur un seul objectif, faire en sorte que justice soit rendue pour Kalinka. En 2002, un événement changea tout. Cronbach, alors âgé de 56 ans, avait changé d'adresse. Les détectives privés notèrent chaque détail. Un nouveau quartier, des voisins différents, un jardin entretenu. André sut que cette information était cruciale. Le déplacement de Cronbach pouvait être exploité. Son rythme de vie allait être prévisible, son isolement relatif et ses habitudes scrutables. C'est ainsi que, lentement, pièce par pièce, André construisit un plan qui allait, des années plus tard, bouleverser le monde judiciaire. Ce plan n'était pas motivé par la haine, ni par un désir de vengeance aveugle. Il s'agissait de réparer ce que la justice avait laissé en suspens. Chaque étape était calibrée, observée, documentée, rassembler des preuves
et surtout ne jamais se laisser déborder par l'émotion. Pendant cette période, André garda toujours à l'esprit le visage de sa fille. Ses yeux brillaient dans sa mémoire, ses mains fines, ses cheveux châtains ondulés. Il savait que chaque action qu'il entreprenait devait être à la hauteur de son amour pour elle. Chaque décision, chaque plan, chaque contact avec des experts ou des détectives était guidé par une force invisible, le souvenir de Kalinka, de sa vie interrompue et du droit à la vérité. L'affaire prit une dimension quasi obsessionnelle. Ses amis le voyaient parfois parler seul, répéter des noms et des dates, relire des documents à l'infini. Mais André ne se laissait pas distraire. Il savait que le moment viendrait où toutes ces années de patience et de préparation seraient enfin mises à l'épreuve. Et il savait aussi que ce moment déterminerait le destin de l'homme qui avait volé la vie de sa fille. Chaque soir, il méditait sur la justice et la responsabilité, sur la différence entre la loi et la morale, sur le rôle d'un père confronté à la disparition injuste de son enfant. La vengeance, dans son esprit, n'était pas un acte de violence gratuite, mais une manière de rétablir un équilibre que le système avait brisé. La vérité devait éclater, et l'homme responsable devait répondre de ses actes. C'est ainsi que, silencieusement, méthodiquement, avec une patience de 19 ans, André Bamberski commença à orchestrer ce qui allait devenir l'une des affaires les plus médiatisées de l'Europe. La capture symbolique de Krombach, la confrontation finale, et la révélation de toutes les années de mensonges. Il savait qu'il ne pouvait se précipiter. Le moindre faux pas, la moindre erreur, et toutes ces années de préparation seraient réduites à néant. Il se concentra donc sur l'essentiel, la connaissance complète du terrain, le détail des habitudes de Krombach, la coordination avec des alliés de confiance, et surtout, la conservation d'un calme implacable, une froide détermination qui ne céderait jamais à la panique ou à l'émotion. Et tandis que l'Allemagne continuait sa vie, ignorante ou indifférente à l'ombre d'une tragédie passée, André Bamberski se préparait à écrire un chapitre que personne n'avait prévu, un chapitre où la patience, l'intelligence et l'amour d'un père se transformeraient en un acte de justice inébranlable. Les années s'étaient empilées comme des strates d'un passé trop lourd. 2008 approchait, et André Bamberski, désormais un homme vieilli par la douleur, s'était mué en stratège. Sa détermination n'avait pas faibli, au contraire, elle s'était durcie, affinée, comme l'acier que l'on forge sous le feu. Son obsession avait cessé d'être une plaie ouverte, elle était devenue une mission. Chaque matin, il se levait avec un seul but, un seul horizon, ramener Krombach devant la justice. Dans son petit appartement toulousain, les murs étaient toujours couverts de dossiers. Le papier jauni se mêlait aux coupures de presse récentes, où son propre visage apparaissait parfois. Le père de Kalinka refuse d'abandonner. Les journalistes, fascinés par cette histoire d'un combat solitaire, avaient fait de lui une figure tragique, presque mythique, celle d'un homme prêt à tout. Mais derrière cette image publique, André préparait en silence un projet que personne ne pouvait soupçonner. Un plan hors la loi, risqué, presque insensé. Un plan qu'un père brisé mais lucide pouvait concevoir quand il n'avait plus rien à perdre. Tout commença un soir d'octobre 2008. Il reçut un appel d'un de ses contacts en Allemagne, un ancien détective privé qu'il connaissait depuis longtemps. La voix de l'homme était basse, prudente. « André, j'ai trouvé quelque chose. Krombach vit seul maintenant. Sa routine n'a pas changé, mais il se montre de plus en plus confiant. Il a l'habitude de marcher seul, le matin, vers sa voiture. Et j'ai des gens qui pourraient t'aider, des gens discrets. » André sentit son cœur s'accélérer. Des gens discrets. Ce mot résonna dans sa tête comme un écho. « Tu veux dire… » »« Oui, des hommes capables de le faire venir en France. » Le silence qui suivit pesa lourd. André sentit un frisson lui parcourir la nuque. L'idée qui le hantait depuis des années prenait enfin forme. Ce n'était plus un fantasme, c'était possible. « Fais-moi confiance », ajouta le détective. « Ils savent ce qu'ils font. » Ce soir-là, André resta assis longtemps, sans bouger, face à la photo de Kalinka. Elle souriait, dans sa robe d'été, prise un an avant sa mort. Il murmura « Ma fille, je ne laisserai plus le monde t'oublier. » Et il prit sa décision. Dans les semaines suivantes, il entra dans un cercle d'hommes que peu de citoyens ordinaires croiseraient un jour. Des anciens militaires reconvertis, des spécialistes du transport sensible, des gens de l'ombre. Ils n'étaient ni des criminels ni des justiciers, mais des hommes qui comprenaient la frontière ténue entre la loi et la morale. Ils écoutèrent l'histoire de Bamberski sans l'interrompre. Lorsqu'il eut terminé, un des hommes, grand, aux cheveux gris et à la voix grave, dit simplement «
Ce que vous voulez faire, monsieur Bamberski, est dangereux, mais parfois, la justice n'a pas d'autre chemin. » Les négociations furent longues. André n'avait ni fortune ni réseau politique, mais il avait une chose que ces hommes respectaient, la conviction absolue d'un père. Son regard ne tremblait pas, sa voix restait ferme. Il voulait que Cronbach soit livré vivant, sans violence inutile. Il ne s'agissait pas de vengeance sanglante, mais d'un transfert, d'un face-à-face inévitable entre un meurtrier et un tribunal. Le plan prit forme au fil des mois. Les hommes de l'équipe identifièrent les points faibles de Cronbach, ses habitudes, ses horaires, ses trajets, la disposition de sa maison. Ils observèrent, filmèrent, notèrent tout. Cronbach sortait souvent à l'aube, seul, pour une promenade matinale, avant d'aller travailler. Il habitait une zone résidentielle tranquille, sans caméra publique. Le moment idéal existait, et André le savait. Mais plus la date approchait, plus il doutait. Chaque nuit, il se demandait s'il allait trop loin. Était-ce trahir la mémoire de Kalinka que de franchir les limites de la loi? Était-ce la vengeance d'un père ou le désespoir d'un homme qui n'avait plus rien à perdre? Pourtant, chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage impassible de Cronbach, ses dénégations, son sourire hautain lorsqu'il avait appris qu'il ne serait jamais extradé. Alors, il se souvenait de la promesse faite à sa fille. « Je ne t'abandonnerai jamais ». Et toute hésitation disparaissait. Le 17 octobre 2009, tout était prêt. Le rendez-vous fut fixé à la frontière entre la France et l'Allemagne. L'équipe, composée de 3 hommes, devait intercepter Cronbach devant chez lui, à Scheidegg. Le but, le neutraliser sans blessure, le transporter discrètement jusqu'en France, puis l'abandonner devant un commissariat. Une opération digne d'un film, mais ici, tout était réel. La veille, André ne dormit pas. Il erra dans son appartement, relisant pour la 100e fois les rapports médicaux, les lettres de refus des procureurs, les photos de sa fille. Il s'arrêta sur une lettre qu'elle lui avait écrite 1 an avant sa mort. « Papa, j'ai hâte que tu viennes me voir cet été. Maman dit que le lac est magnifique ici. » Cette phrase le brisa à nouveau, mais elle lui donna aussi la force de continuer. Au petit matin, le téléphone sonna. Une voix, calme, posée. « C'est fait, nous avons le colis. » André ferma les yeux. Son souffle se bloqua dans sa poitrine. « Et, il va bien ? Il dort. Il n'a rien compris. Vous pouvez venir. » Quelques heures plus tard, sur une petite route des Vosges, un véhicule s'arrêta discrètement près du commissariat de Mulhouse. La porte arrière s'ouvrit. 2 hommes sortirent un corps endormi, ligoté, inconscient. Ils le déposèrent devant l'entrée, dans la pénombre de l'aube. Sur la poitrine du captif, une note. Cet homme est le docteur Dieter Cronbach. Il est recherché pour le meurtre de Kalinka Bamberski. Lorsque la police découvrit Cronbach quelques minutes plus tard, l'affaire fit immédiatement la une des journaux. Les titres parlaient de l'enlèvement du siècle, d'un acte de justice privée, d'un père qui défie 2 nations. André, lui, se tenait à distance, observant en silence la tempête médiatique qu'il avait déclenchée. Il savait qu'il risquait la prison, mais il savait aussi que, pour la première fois en 27 ans, Cronbach allait enfin être jugé par un tribunal français. Le lendemain, la presse se rua devant le commissariat. Des journalistes français, allemands, suisses, tous voulaient la photo de ce médecin déchu, amené menottes au poignet, hagard, abasourdi. Certains parlaient de justice parallèle, d'autres d'actes héroïques. André, convoqué pour audition, déclara calmement « Je n'ai pas enlevé cet homme, j'ai seulement permis à la justice de faire son travail. » Son ton était sec, mesuré. Il ne cherchait pas à se justifier, ni à nier. Son regard, en revanche, en disait long. Il n'y avait plus de peur, plus de remords, seulement une immense fatigue et une paix froide. Les semaines suivantes, l'affaire fit le tour du monde. Le débat s'enflamma. Un père avait-il le droit de se faire justice lui-même lorsque l'État échoue? Était-ce un crime ou un acte d'amour? Les opinions se divisaient, mais une chose était sûre. La promesse de Bamberski était tenue. Cronbach allait enfin répondre de ses actes devant un tribunal. Pourtant, derrière cette victoire apparente, André demeurait inquiet. Il craignait que la justice, encore une fois, ne trouve un moyen de contourner la vérité. Il craignait que la procédure, entachée d'irrégularités, permette à Cronbach d'échapper à sa responsabilité. Mais cette fois, il n'était plus seul. L'opinion publique était avec lui. Des milliers de lettres de soutien affluaient de partout. « Courage, monsieur Bamberski. Vous avez fait ce que tout père aurait fait. Kalinka serait fier de vous.
Et tandis que Krombach, enfermé dans une cellule française, attendait son procès, André, dans le silence de son appartement, regardait la photo de sa fille. Il pensa à tout ce qu'il avait traversé, la douleur, les refus, les années perdues. Il pensa à la frontière franchie, au choix qu'il avait fait. Il savait qu'il avait commis un acte illégal. Mais pour la première fois depuis 1982, il pouvait respirer. Il avait tenu parole. Kalinka, quelque part, devait sourire. Pendant des années, l'affaire Kalinka-Bamberski fut comme un souvenir douloureux qu'on enferme dans une boîte au fond d'un grenier. Mais pour André, elle restait une plaie ouverte. Chaque matin, en se rasant, il voyait dans son miroir le visage d'un homme brisé qui ne pouvait pas protéger sa fille. Le deuil n'avait jamais pris racine. Il se transformait lentement en colère, en obsession, en une énergie noire qui refusait de s'éteindre. Il avait promis à Kalinka qu'il saurait la venger. Et cette promesse, il allait la tenir, coûte que coûte. Au début des années 1990, alors que le mur de Berlin venait de tomber et que l'Europe se recomposait, André Bamberski comprit que le monde changeait et qu'avec lui, les lois aussi. En Allemagne, le docteur Dieter Krombach poursuivait sa vie, libre, pratiquant la médecine, accueillant des patients dans son cabinet, riant dans les soirées, voyageant. Pour lui, tout semblait appartenir au passé. Il croyait que la distance, les années, la lassitude finiraient par étouffer la voix de ce père français. Il se trompait. André, lui, se battait. Il écrivait des lettres, il relançait les juges, il fouillait les textes de loi, apprenait le jargon juridique comme un autodidacte de la douleur. Il dormait peu. Il vivait entre piles de dossiers, photos, notes, coupures de journaux. Son appartement ressemblait à un bureau d'enquêteur, plus qu'à une maison. Sur les murs, des lignes reliant les noms, les dates, les indices. Sa vie n'était plus qu'une traque. Mais la justice française restait impuissante. L'Allemagne refusait d'extrader Krombach, arguant qu'il avait déjà été jugé par ses tribunaux. En 1997, une première lueur apparut. Un tribunal allemand reconnut la responsabilité du médecin dans la mort de Kalinka. Il fut interdit d'exercer pendant un temps, mais ne connut jamais la prison. Pour André, c'était une insulte à la mémoire de sa fille. Il jura alors qu'il ne s'arrêterait plus. Les années passaient, et autour de lui, les proches s'éloignaient. Ses amis lui disaient d'abandonner, que la vie devait continuer. Mais comment continuer quand on a perdu un enfant et qu'on sait que son meurtrier se promène librement ? Sa seconde femme, épuisée par l'obsession d'André, finit par partir. Il resta seul, avec pour seule compagne la voix intérieure de Kalinka qui lui répétait « Ne les laisse pas m'oublier ». En 2006, soit près de 25 ans après la mort de sa fille, un événement inattendu raviva la flamme de la justice. Une émission de télévision allemande consacra un reportage à l'affaire. Le nom de Krombach refit surface. Des témoins parlèrent. D'autres victimes racontèrent avoir subi des attouchements sous hypnose, des abus maquillés en traitements médicaux. Le masque du médecin modèle se fissurait. André regardait ces témoignages en tremblant. La colère revenait comme au premier jour. Ce n'était plus seulement une affaire de vengeance personnelle. C'était désormais une question de vérité universelle. Combien d'autres Kalinka ? Combien d'autres familles détruites ? Il reprit sa campagne, contacta les médias français, multiplia les conférences, s'exprima dans les journaux. Il devenait une figure publique de la lutte contre l'impunité. Mais la fatigue le gagnait. Les juges, eux, restaient sourds. La France réclamait toujours l'extradition. L'Allemagne persistait à refuser. 2 nations, 2 systèmes judiciaires, un même mur invisible. Alors, dans le silence de ces nuits, André commença à imaginer l'impensable. Et si la justice ne venait pas à lui, il irait la chercher lui-même. L'idée, d'abord, lui sembla folle. Lui, simple comptable retraité, affronter un système judiciaire européen, enlever un homme, le forcer à rendre des comptes, mais plus il y pensait, plus cela prenait forme. Ce n'était pas de la vengeance, se répétait-il. C'était l'application de la justice que le monde lui refusait. Les années 2007 et 2008 furent celles de la préparation. André entra en contact avec des hommes venus d'Europe de l'Est, des intermédiaires qui connaissaient des réseaux parallèles. L'un d'eux, un ancien militaire reconverti, accepta d'écouter son histoire. « Vous voulez qu'on vous ramène un homme d'Allemagne jusqu'à la France ? Ce n'est pas une livraison de colis, monsieur Bamberski. » André répondit calmement. « Ce n'est pas un colis, c'est un criminel. Et c'est ma fille. » Ce fut le début d'un plan insensé, presque cinématographique.
Un enlèvement minutieusement préparé avec des cartes, des horaires, des points de passage, des relais téléphoniques. Il savait que s'il échouait, il risquait la prison. Mais à ses yeux, il n'avait plus rien à perdre. La mort de Kalinka l'avait déjà condamné à une forme d'éternité en suspens. Un soir d'hiver, André se rendit seul à Lindau, la petite ville bavaroise où vivait encore Krombach. Il s'assit dans sa voiture, garée face à la maison du médecin. Il resta là des heures, à observer la lumière s'éteindre, les rideaux bouger, la silhouette passer devant la fenêtre. « Voilà, c'est lui, se dit-il, l'homme qui a pris ma fille, l'homme qui respire encore. » De retour à son hôtel, il passa la nuit à écrire une lettre à Kalinka. « Ma chérie, je ne sais pas si j'ai raison. Je ne sais pas si ce que je vais faire te rendra justice ou si cela me perdra. Mais je ne peux plus attendre. La loi ne veut pas t'entendre. Alors je vais parler à sa place. Pardonne-moi si je franchis la ligne. Pardonne-moi si je deviens ce que je hais. » Il signa, plia la lettre et la glissa dans la poche de sa veste. Les jours suivants, tout s'accéléra. Les complices avaient trouvé un lieu de passage en Suisse, une camionnette, des papiers. Le plan était en marche. Krombach devait être enlevé à son domicile, transporté de nuit, puis déposé dans un commissariat français. Pas un mot, pas de violence inutile. Juste un acte brutal, net, irréversible. Le 17 octobre 2009, à l'aube, l'opération débuta. Dans le brouillard allemand, une silhouette sortit de chez elle, un sac de sport à la main. Une fourgonnette blanche s'arrêta brusquement. En quelques secondes, tout fut terminé. Krombach disparut. Quelques heures plus tard, une voiture s'arrêta devant le commissariat de Mulhouse, en Alsace. À l'arrière, inconscient, ligoté, un homme. Les policiers, stupéfaits, découvrirent son identité. L'Allemagne cria au scandale. La France, elle, vit arriver enfin celui qu'elle réclamait depuis 3 décennies. André Bamberski, lui, resta silencieux. Il ne nia rien, ne revendiqua rien. Il regardait les journaux télévisés, les images du médecin arrêté, et murmura « Enfin ». Mais le plus dur restait à venir. L'arrestation du docteur Dieter Krombach fit l'effet d'une bombe. Dans toute l'Europe, la presse s'empara de l'affaire. Le père qui a fait enlever le meurtrier de sa fille. Justice ou vengeance, titraient les journaux. Les plateaux de télévision s'enflammaient, les chroniqueurs débattaient de la morale, de la loi, de la douleur. Mais au centre de ce tumulte médiatique, il n'y avait qu'un homme qui ne disait rien. André Bamberski. Il se tenait à l'écart, regardant les images défiler avec la gravité d'un homme qui a accompli ce qu'il considérait comme un devoir sacré. Le 18 octobre 2009, Krombach fut incarcéré en France. L'Allemagne protesta, exigeant son retour, dénonçant un enlèvement illégal. Les diplomates s'agitèrent, les juristes s'indignèrent. Mais la justice française décida de maintenir sa détention, arguant du fait qu'il était enfin à portée de ses tribunaux. 30 ans après la mort de Kalinka, le procès tant attendu pouvait enfin avoir lieu. Le palais de justice de Paris devint alors le théâtre d'un drame à la fois judiciaire et humain. André entra dans la salle d'audience le visage fermé, tenant entre ses mains une photo de Kalinka adolescente. Les journalistes se bousculaient, les caméras crépitaient. Au fond de la salle, Krombach, vieilli, les cheveux gris, gardait ce même air d'assurance froide. Il s'installa, croisa les bras et murmura à son avocat « C'est une mascarade ». Le président du tribunal rappela les faits. Kalinka Bamberski, 14 ans, retrouvée morte à Lindau le 10 juillet 1982. Le principal suspect, le docteur Dieter Krombach, beau-père de la victime. Puis il ajouta, d'une voix plus grave, 30 ans d'attente pour un procès, 30 ans pour une vérité. Les témoins se succédèrent. Les experts légistes reprirent les rapports, décrivant les traces d'injection, les contradictions dans les déclarations. L'accusation évoqua les abus commis par Krombach sur d'autres jeunes filles, révélant un schéma inquiétant. Le public retenait son souffle. André, lui, fixait sans ciller le visage de celui qu'il considérait comme un monstre. Un moment fort survint quand la cour projeta les photographies du corps de Kalinka. André détourna les yeux, incapable de supporter la vision de sa fille. Mais il resta dans la salle, car il voulait que Krombach voie, lui, le résultat de ses actes. Ce silence, ce vide, ce froid éternel. L'avocat de la défense, un homme habile et cynique, tenta de peindre son client comme un bouc émissaire. « Monsieur le Président, on ne peut pas condamner un homme sur la base d'une vengeance paternelle.
Ce procès n'est pas celui de la science ni de la médecine, mais celui d'un père en colère. » Les mots frappèrent André comme des pierres. Il serra les poings, mais se tut. Son avocat lui avait demandé de ne pas réagir. Pourtant, dans sa tête, il criait « Une colère, oui, mais née d'un crime, d'un silence, d'un mensonge. » Puis vint le moment le plus attendu, le témoignage d'André Bamberski lui-même. Il monta lentement à la barre, la salle entière suspendue à ses lèvres. Sa voix tremblait, mais chaque mot portait la force de 30 années de combat. « Monsieur le Président, je suis venu ici non pour venger ma fille, mais pour qu'on la regarde enfin. Pendant 30 ans, personne n'a voulu voir ce qu'on avait fait à Kalinka. On m'a dit d'oublier, de passer à autre chose. Mais comment oublier quand on sait que celui qui a pris sa vie continue la sienne comme si de rien n'était ? Ce procès, je ne l'ai pas volé. Je l'ai mérité, jour après jour, lettre après lettre, refus après refus. Aujourd'hui, je demande seulement la vérité, rien d'autre. » Hop. Il y a... Un silence lourd s'installa. Même les journalistes cessèrent d'écrire. Le juge le remercia d'une voix émue. Puis le regard se tourna vers Cronbach. Le médecin, imperturbable, se leva. Son ton était glacial. « Je n'ai jamais fait de mal à Kalinka. Je l'aimais comme ma propre fille. Sa mort fut un accident. Monsieur Bamberski cherche un coupable pour apaiser sa conscience. » Un murmure d'indignation parcourut la salle. André sentit son cœur se serrer. Il comprit alors qu'aucun mot ne ferait plier cet homme. La seule justice possible serait celle des juges. Le procès dura plusieurs semaines. Chaque jour, André venait, assis au même endroit, seul, incarné sur les genoux. Il notait tout, les dates, les phrases, les attitudes. C'était devenu sa vie. Les médias en firent une icône, le père Courage, celui qui avait affronté les murs de l'Europe pour sa fille. Certains l'admiraient, d'autres le critiquaient, jugeant son geste dangereux. Mais lui ne cherchait ni gloire ni pardon. Il voulait juste entendre un mot, coupable. Le 18 octobre 2011, le verdict tomba. La salle était pleine à craquer. André, immobile, sentait le battement de son cœur résonner jusque dans ses tempes. Le président du tribunal se leva, lut lentement. Le tribunal reconnaît le docteur Dieter Cronbach coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Un souffle parcourut la salle. André resta figé. 15 ans. 30 ans d'attente pour 15 années de prison. Il ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue, discrète, unique. Ce n'était pas une victoire, pas un triomphe, c'était juste une fin. Mais la justice, cette fois, avait parlé. Les journalistes l'encerclèrent à la sortie. « Monsieur Bamberski, êtes-vous satisfait ?» Il répondit simplement. « Il n'y a pas de satisfaction dans la mort d'un enfant, mais aujourd'hui, Kalinka existe à nouveau. » Ce soir-là, seul dans sa chambre d'hôtel, André relut la lettre qu'il avait écrite à sa fille des années plus tôt. Puis il la brûla lentement, regardant la flamme dévorer le papier. « C'est fini », murmura-t-il. Mais en vérité, rien n'était vraiment fini. Car le monde, fasciné par son combat, allait le transformer malgré lui en symbole, en mythe. Et cette histoire, loin de s'éteindre, allait encore rebondir. Quand le verdict tomba, André Bamberski crut d'abord que tout allait enfin s'arrêter. Que le tumulte intérieur, la colère, la tension nerveuse qui l'accompagnait depuis près de 3 décennies, allait enfin se dissoudre dans un silence apaisant. Mais les jours qui suivirent le procès lui montrèrent que la paix, elle aussi, se gagne difficilement. Dans les journaux, les unes s'enchaînaient. Le père justicier, l'homme qui a défié 2 États, la vengeance d'un père. Des débats publics opposaient philosophes et juristes. Certains voyaient en lui un héros moderne, un père Courage qui avait redonné sens à la notion de justice. D'autres, au contraire, dénonçaient un précédent dangereux, une légitimation du justicier solitaire dans une Europe fondée sur l'état de droit. André, lui, regardait ces débats sans y prendre part. Il ne voulait pas être un symbole. Il voulait juste redevenir un homme ordinaire, capable de marcher sans ce poids sur la poitrine. Mais partout où il allait, on le reconnaissait. Dans les gares, les cafés, même à la boulangerie. On lui serrait la main, on lui disait « bravo », on lui racontait d'autres injustices. Il devenait, malgré lui, la figure d'un combat universel. Pourtant, derrière cette image publique, il restait seul. Sa santé déclinait. Les nuits étaient peuplées de cauchemars. Il revoyait la scène de la camionnette, le visage de Cronbach ligoté, l'instant où il avait franchi la ligne invisible entre la loi et la vengeance. Parfois, il se demandait s'il avait fait ce qu'il fallait. Oui, le médecin était en prison,
Mais lui, André, qu'était-il devenu? Un homme libre ou un homme consumé par sa propre croisade? Un soir, dans son appartement de Mulhouse, il ouvrit une boîte de souvenirs. À l'intérieur, des lettres, des photos, le collier préféré de Kalinka, un dessin maladroit d'un soleil qu'elle lui avait offert pour la fête des pères. Sur un petit papier jauni, elle avait écrit « Pour toi, papa, parce que tu rends mes journées plus lumineuses. » André sentit sa gorge se nouer. 30 ans plus tard, cette phrase l'achevait encore. Il comprit alors que la justice n'efface jamais la douleur. Elle ne fait que lui donner un sens. Pendant ce temps, Cronbach purgeait sa peine dans une prison française. De temps à autre, les journaux rapportaient ses plaintes, ses demandes d'appel. En 2012, la Cour de cassation confirma sa condamnation. Le médecin ne retrouverait jamais la liberté. Il mourrait, quelques années plus tard, dans le silence d'une cellule, loin des projecteurs. Mais ce décès n'apporta pas davantage de paix à André. Il n'en tira ni joie, ni soulagement. Seulement une étrange fatigue. Comme si, maintenant que tout était terminé, il ne savait plus à quoi se consacrer. Il continua malgré tout à témoigner. Des lycéens, des associations, des journalistes l'invitaient à raconter son combat. Il parlait avec calme, sans pathos, décrivant les faits avec une rigueur presque scientifique. Il insistait toujours sur la même idée. Ce n'est pas la vengeance qui m'a guidé, mais l'amour. Lors d'une conférence, une jeune femme leva la main et lui demanda « Monsieur Bamberski, si c'était à refaire, referiez-vous la même chose ?» Il resta silencieux quelques secondes, puis répondit « Oui, mais j'aimerais que personne n'ait jamais à le faire. » Cette phrase, simple et nue, résumait tout. Avec le temps, les médias se détournèrent. L'affaire devint un cas d'école, cité dans les facultés de droit, dans les documentaires criminologiques. Chronique criminelle en fit une émission poignante. On y voyait le visage d'André, calme, déterminé, et cette image de Kalinka, souriante, en robe blanche au bord d'un lac. Ce contraste, entre la lumière de l'enfance et l'ombre de la tragédie, bouleversait le public. Mais la caméra ne montrait pas l'après. Les soirs de solitude, la maison silencieuse, les repas pris seuls, le carnet posé sur la table avec ces mots répétés « J'ai tenu ma promesse ». Il les écrivait encore, presque mécaniquement, comme pour se convaincre que tout cela avait eu un sens. Un jour, un journaliste lui demanda « Vous avez passé la moitié de votre vie à obtenir justice. Que vous reste-t-il maintenant ?» André sourit faiblement. « Il me reste le souvenir d'une enfant qui riait trop fort, qui rêvait de devenir vétérinaire et que je revois chaque fois que le vent passe dans les arbres. Il me reste aussi la certitude que même un homme ordinaire peut déplacer les murs de la loi quand il agit par amour. » Il regarda le ciel, longuement, puis ajouta « Et cela, aucun tribunal ne peut me l'enlever. » Les années suivantes, il se retira peu à peu de la vie publique. Il vivait simplement, cultivait son jardin, écrivait des lettres à Kalinka qu'il n'envoyait jamais. Ses proches disaient qu'il paraissait apaisé. Mais il y avait, dans son regard, cette tristesse douce des gens qui ont trop combattu pour espérer encore. Dans son dernier entretien filmé, André déclara d'une voix posée « J'ai appris que la justice humaine est lente, imparfaite, parfois injuste, mais c'est tout ce que nous avons. Alors il faut se battre pour qu'elle reste digne. Et il faut aimer, même quand la vie vous arrache tout, parce que sans amour, la justice elle-même devient vide. » La caméra coupa. Le silence qui suivit semblait contenir toute la vie d'un homme. Ainsi se fermait le dernier chapitre de son combat. Pas celui d'une vengeance, mais celui d'une fidélité absolue. André Bamberski était devenu, malgré lui, la preuve vivante que l'amour d'un père pouvait triompher du temps, du droit et de l'oubli. Après le procès, après le silence, après les caméras, il restait quelque chose que ni André Bamberski ni la justice n'avaient prévu, la légende. L'affaire Kalinka, devenue symbole, continua de vivre bien au-delà de la salle d'audience. En France, en Allemagne, en Suisse, dans les écoles de droit et les plateaux de télévision, on citait son nom comme celui d'un homme qui avait forcé la justice à regarder là où elle s'était détournée. Mais cette légende, comme toutes les légendes, fut déformée, amplifiée, transformée. Certains le voyaient comme un héros tragique, d'autres comme un justicier dangereux. Les documentaires se multiplièrent, les journalistes fouillèrent en chaque recoin de son histoire, les lettres envoyées, les voyages, l'enlèvement de Cronbach.
En Allemagne, les chaînes parlaient de violation des principes de souveraineté, tandis qu'en France, on louait le courage d'un père face à l'indifférence des institutions. Le débat prit une tournure presque philosophique. Jusqu'où peut aller un homme pour obtenir justice quand la loi échoue ? Des avocats, des magistrats, des sociologues s'en mêlèrent. Certains affirmèrent que l'affaire Bamberski avait contribué à renforcer la coopération judiciaire européenne, à rendre les extraditions plus rapides, à rappeler aux États leurs obligations morales envers les victimes. D'autres, au contraire, craignaient qu'elle ait ouvert une brèche dans le respect du droit international. Mais au milieu de ces discours, il y avait une autre histoire, celle d'un peuple qui s'identifiait à un père. Des milliers de lettres affluèrent vers Mulhouse. Des pères, des mères, des grands-parents écrivaient « Grâce à vous, je crois encore à la justice » ou « Vous avez fait ce que nous rêvons tous de faire quand nos enfants souffrent ». André répondait parfois avec sa sobriété habituelle. « Merci, ne me prenez pas pour un héros, je suis seulement un père. » Les années passèrent. En 2016, un film franco-allemand intitulé « Au nom de ma fille » sortit sur les écrans. Daniel Auteuil y incarnait André Bamberski. Le film retraçait son combat, de la mort de Kalinka jusqu'au procès final. André, invité à l'avant-première, regarda l'écran sans bouger, la mâchoire serrée. Voir sa propre vie projetée en fiction lui fit un drôle d'effet. C'était à la fois lui et pas lui, ce père obstiné, brisé, animé par une foi presque divine en la vérité. À la fin de la projection, le public se leva, ému. André, lui, resta assis un moment avant de murmurer « Si Kalinka pouvait voir cela !» Le film relança le débat. Les plateaux de télévision invitèrent à nouveau des experts, des psychologues, des juristes. On parla du syndrome Bamberski, cette obstination parentale qui pousse à chercher la vérité au-delà de tout. Certains y virent une vertu, d'autres une folie. Un psychanalyste déclara « Ce père a refusé le deuil pour ne pas mourir à son tour ». Une phrase que beaucoup trouvèrent injuste, mais qui disait peut-être quelque chose d'essentiel. Dans les années suivantes, des associations de victimes de crimes non résolus prirent exemple sur lui. Des parents en Espagne, en Belgique, en Italie créèrent des collectifs inspirés de son combat. Le visage d'André, devenu familier, circulait dans des brochures, des conférences. Il était cité, étudié, parfois même idolâtré. Et lui, dans sa maison de Mulhouse, regardait tout cela de loin, un peu gêné. Il avait voulu la justice pour une seule personne, et voilà qu'on en faisait un modèle universel. Un jour, un journaliste allemand vint l'interviewer pour un magazine. Il lui demanda, en cherchant la provocation, « Vous avez violé la loi. Vous avez fait enlever un homme. En définitive, êtes-vous un criminel ?» André le fixa longuement avant de répondre. « Peut-être. Mais si c'est être criminel que de refuser l'injustice, alors je préfère l'être. » Le journaliste resta muet. Ce jour-là, André comprit qu'il appartenait désormais à quelque chose de plus grand que lui. Une histoire qui dépassait la mort de Kalinka, qui touchait à la nature même de la justice, de la morale, du droit et de l'amour. Il n'était plus seulement un père endeuillé. Il était devenu, malgré lui, une question vivante. Les écoles de droit organisèrent des débats autour du cas Bamberski. Les étudiants se divisaient. Fallait-il admirer son courage ou condamner son acte ? Un professeur conclut un jour. La grandeur de cette affaire, c'est qu'elle ne laisse personne indifférent. Elle nous oblige à choisir entre la lettre de la loi et son esprit. En 2000, Arsne, un colloque européen sur la coopération judiciaire, invita André comme témoin d'honneur. Dans la grande salle de Bruxelles, il parla lentement, sans notes, comme à son habitude. « J'ai été un citoyen ordinaire. J'ai cru en la justice de mon pays, puis j'ai vu ses limites. Alors j'ai dû devenir plus que cela. Mais je n'ai jamais voulu remplacer les juges. Je voulais juste qu'ils regardent ma fille, qu'ils disent son nom. » Un silence solennel suivit son discours. Puis, les applaudissements éclatèrent, longs, nourris. André, les yeux humides, s'inclina légèrement. Pour la première fois, il sentit que la colère s'était transformée en quelque chose d'autre. Pas la paix, pas encore, mais une reconnaissance. Dehors, en quittant la salle, un jeune homme l'arrêta. Il avait 20 ans, étudiant en droit, et lui dit timidement « Monsieur Bamberski,
vous m'avez donné envie de devenir avocat, pour que plus jamais un père ne doive faire ce que vous avez fait. André lui serra la main. Alors vous ferez plus que moi. Ce soir-là, il rentra chez lui et écrivit dans son carnet. Peut-être que la justice, ce n'est pas un lieu, c'est un mouvement, un souffle, quelque chose qu'on transmet. Le lendemain, il plaça ce carnet dans une boîte, à côté des affaires de Kalinka, puis referma le couvercle avec douceur. Il savait que son histoire vivrait encore dans les livres, les films, les débats. Mais pour lui, il était temps de se retirer. Car les héros, les vrais, sont ceux qui savent s'effacer quand la lumière devient trop forte. Lorsque Dieter Krombach fut de nouveau libre, l'amertume de Bamberski se transforma en une obsession glaciale. Il avait tout perdu. Sa fille, ses illusions sur la justice et même une partie de lui-même. Pourtant, au fond de ce gouffre, il y avait une flamme, celle d'un père qui refusait d'abandonner. Il ne croyait plus en la justice des tribunaux, mais en une justice qu'il faudrait peut-être construire lui-même. En France, le dossier restait ouvert mais inerte. Les juges français réclamaient sans relâche l'extradition de Krombach, refusée encore et encore par l'Allemagne, sous prétexte que le médecin avait déjà été jugé. L'Europe judiciaire semblait impuissante. Chaque courrier officiel sonnait comme une gifle. « Nous ne pouvons donner suite à votre demande. » Bamberski lisait ces phrases, les mâchoires serrées, le cœur battant à ses tempes. Il se mit à noter tout dans des carnets, dates, noms, correspondances, incohérences. C'était son moyen de rester vivant. Il commença à fréquenter des forums de victimes, à rencontrer d'autres parents qui, comme lui, s'étaient heurtés à la froideur administrative. Certains l'admiraient, d'autres le prenaient pour un fou. « Tu te détruis, André », lui dit un jour un ami proche. « Tu ne peux pas combattre un mur. » Mais André répondit d'une voix rauque « Alors je le fissurerai, pierre par pierre. » Cette détermination lui donnait une allure presque mystique. Les années passaient, Bamberski vieillissait, mais il n'abandonnait pas. Chaque anniversaire de Kalinka devenait un rituel silencieux. Il allumait une bougie, posait la photo de sa fille sur la table et lui murmurait qu'il continuerait. Pendant ce temps, Krombach continuait à exercer, malgré plusieurs plaintes déposées contre lui. Certaines patientes parlaient d'actes médicaux troublants, d'autres de comportements déplacés. Rien n'aboutissait. Le médecin semblait intouchable, protégé par les failles d'un système. Bamberski voyait dans chaque article de journal un symbole d'injustice. Il ne comprenait pas comment un homme soupçonné de meurtre pouvait encore vivre librement, soigner, sourire. Alors, peu à peu, dans le silence des soirs allemands, une idée commença à germer dans son esprit. Elle était folle, illégale, dangereuse, mais elle lui rendait le sommeil. Et si je le faisais venir moi-même en France? Cette pensée resta longtemps un murmure. Il en parlait à personne, même pas à ses proches. Pourtant, en 2009, la frontière entre la colère et l'action s'effaça. Bamberski entra en contact avec des hommes à la réputation trouble, des intermédiaires venus de l'Est. Il leur parla calmement, comme s'il commandait un service ordinaire. « Je veux qu'il soit en France, vivant, devant un tribunal. » Les hommes le regardèrent, intrigués. Un vieil homme français, déterminé, prêt à tout pour sa fille. Ils lui demandèrent s'il comprenait les risques. Bamberski répondit « Je les ai déjà vécus. » Les semaines suivantes furent un mélange d'attente et de tension. Il savait qu'il franchissait une ligne. Chaque soir, il se demandait si Kalinka aurait approuvé, si elle aurait voulu que son père devienne un hors-la-loi. Mais il se disait aussi qu'elle n'avait jamais eu justice. « Je n'enlève pas un homme, se répétait-il, je le rends à la justice. » C'était son mantra, sa justification morale. En octobre 2009, un appel discret confirma que tout était prêt. Les hommes avaient localisé Krombach. Le plan était simple et fou à la fois. Le capturer à son domicile de Scheidegg, le transporter en France et le laisser sur le sol français, à la porte du tribunal. La nuit du 16 au 17 octobre 2009, tout bascula. Dans la petite ville allemande endormie, un vin noir s'arrêta devant la maison du médecin. 3 silhouettes masquées sortirent, rapides, silencieuses. Quelques minutes plus tard, Krombach fut maîtrisé, ligoté, mis dans le véhicule. Il tenta de protester, mais sa voix étouffée se perdit dans la nuit. À plusieurs centaines de kilomètres de là, Bamberski ne dormait pas. Il fixait le téléphone posé sur la table, attendant un signal. À l'aube, un simple message arriva. « C'est fait ». Au matin,
la gendarmerie de Mulhouse reçut un appel anonyme. Un homme avait été retrouvé, ligoté, devant le tribunal. Sur une feuille attachée à son manteau, il était écrit « D. Krombach » pour l'affaire Kalinka Bamberski. Les policiers n'en croyaient pas leurs yeux. L'affaire fit aussitôt la une. Les médias parlaient d'un kidnapping rocambolesque, d'une justice parallèle. L'opinion publique se divisa. Certains voyaient en Bamberski un héros, d'autres un justicier dangereux. Mais pour la première fois depuis 27 ans, le médecin allemand allait enfin comparaître devant un tribunal français. Lorsqu'il apprit la nouvelle à la radio, Bamberski sentit un vertige. Il posa les mains sur la table, tremblant. Il avait franchi la ligne, mais il savait aussi que sans cela, rien n'aurait jamais bougé. Il regarda la photo de Kalinka et murmura « Pardonne-moi ma fille, j'ai dû te venger à ma manière ». Quelques jours plus tard, la police française l'interpella. Il ne nia rien, il raconta tout calmement. Pourquoi, comment, avec qui? Les enquêteurs furent frappés par sa lucidité, par cette absence totale de haine dans son regard. « Je ne voulais pas sa mort, dit-il. Je voulais son procès. » Les journaux en firent un symbole. Dans les cafés, on débattait. Avait-il raison? Était-ce de la justice ou de la vengeance? Le procès de Krombach s'annonçait explosif. Pour la première fois, l'homme allait devoir répondre de la mort de Kalinka devant une cour française. Mais derrière